Il y a ce qu'on appelle en Martinique un problème de colorisme, qui fait que plus on est noir, plus on est bête, plus on est moche, moins on compte. Je suis grave en condition Julien Lepers là, je suis comme ça. Quelle est la série de l'ancienne youtubeuse Issa Rae, qui est aussi d'origine sénégalaise d'ailleurs? Ouais, oh là là. J'ai plus grand respect pour Amaya. Il faut qu'on arrête de se... Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça parce que c'est pas facile. Déjà, il faut faire un peu ce que la meuf a fait, déjà. Bonjour la France d'en face, bonjour le monde qui nous écoute. On se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près une heure, le podcast où j'ai choisi d'inviter un invité justement qui représente la France d'aujourd'hui. L'à peu près une heure est un podcast du média Just See Real, un média que tu peux suivre sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. On est partout. Le slogan de Just See Real, c'est « Parler plus de ce dont on parle moins ». Et aujourd'hui, on a invité une actrice qui... Il me semble que tu as certainement déjà vu son visage, mais peut-être que son nom, ça ne te parle pas. Alors aujourd'hui, on va te la présenter. Pour moi, c'est une des plus charismatiques de sa génération. Tu as pu la voir dans des comédies populaires comme dans des films d'auteur. Aujourd'hui, pendant à peu près une heure, on va discuter avec Annabelle Langron. Bonjour Annabelle. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Tu vas bien ? Oui. Je suis ravi et super content de te recevoir. Ça fait un moment qu'on essaye de se capter. Et là, finalement, on a réussi à trouver le temps. Et donc, honnêtement, ça me fait super plaisir parce que comme je viens de le dire à l'instant, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais pour moi, tu es vraiment, sincèrement, une des actrices les plus charismatiques de ta génération. Je t'ai découvert dans plein de choses. Mais la première fois, moi, c'est dans Dambé. En fait, le téléfilm sur Arte qui raconte la vie de Aya Sissoko. Ouais. Et je t'ai trouvé, très forte, très impressionnante, en tout cas dans ce rôle-là. Et depuis, en fait, je suis un peu ta carrière. Et donc aujourd'hui, honnêtement, je suis ravi. On va pouvoir discuter et comprendre un peu mieux et apprendre aussi à te connaître. Moi, ça me fait plaisir de faire connaître à ma communauté et aux gens qui suivent ce que je peux faire sur les réseaux, une actrice comme toi. Et donc, ma première question, comme je dis, on discute, c'est cool. C'est juste de savoir comment ça va vraiment, là, aujourd'hui. Bah, ça va très bien. Je sors d'un tournage assez important. Un film qui parle d'une famille noire des années 80 jusqu'aux années 2010. Et ce n'est pas une comédie. Ok. Donc voilà, ça va faire du bruit et c'est important pour nous, pour la représentation et pour cette représentation-là qui s'approche le plus de la réalité. C'est-à-dire que tout n'est pas rose tout le temps et tout n'est pas drôle tout le temps. Pour nous, en tout cas. Ah, et donc, il sortirait... Enfin, t'as déjà une date de sortie ou tu sais à peu... Parce que tu viens juste de terminer, là. Oui, on vient de terminer. Donc, le tournage, les films, ça sort à peu près 1 an après avoir été tourné. Donc, voilà. Et comment, justement, tu dis que c'est un film important pour la communauté noire, j'entends. Comment t'abordes ce rôle? Déjà, quel rôle tu joues? Et comment t'as pu... rentrer dans ce personnage. Moi, ce qui m'intéresse aussi de comprendre, c'est le processus de création quand on est comédien et comment on s'imprègne d'un texte et donc d'un rôle, d'une personne. Oui. Eh bien, donc le film s'appelle Un petit frère. Moi, j'ai le rôle principal de ce film. Donc, le personnage s'appelle Rose. Et c'est une dame, en fait, qui arrive de Côte d'Ivoire en 1989 avec ses 2 enfants. Parce que c'est une dame qui est femme de ménage. Okay. Alors attention, vous allez me dire, ok, c'est encore un cliché, la meuf est femme de ménage, pourquoi on joue toujours ça? Moi, en tout cas, ce rôle, je l'ai accepté. Enfin, je l'ai eu, mais je l'ai accepté parce que c'est quelqu'un qui, bien sûr, fait tout pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle n'est pas femme de ménage à la base, mais comme vous le savez très bien, il faut repasser les diplômes qu'on a pu avoir sur le continent ici, et elle n'a pas le temps, il faut qu'elle fasse manger ses 2 enfants de 11 ans et 5 ans. Donc, elle prend un emploi de femme de ménage dans un hôtel, et ça n'empêche pas de sortir les années 80 à Paris, 90, de s'amuser et de rencontrer des hommes, parce que c'est une maman, mais c'est une femme aussi. Okay. Et
c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre forcément. C'est pas la grosse éclate non plus, mais elle est là pour vivre sa vie à elle aussi. Donc on est vraiment dans l'intériorité et pas dans l'extériorité du noir qui souffre ou du noir qui fait rigoler. On est vraiment ici. Et donc voilà, la vieillesse de Rose, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans en tant que femme de ménage. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent des personnes qui font ce métier-là. Ouais. Donc au niveau du dos, c'est catastrophique. Au niveau des articulations, des mains, c'est catastrophique. Et donc à 50 ans, voilà, on a 10 ans de plus dans le corps. Ouais. Donc voilà. Et non mais c'est intéressant ce que tu dis, notamment sur... tu as anticipé tout de suite ce que... pas forcément ce que j'allais dire, mais ce qu'on pourrait dire en t'écoutant sur le fait que tu veux une femme de ménage. Ouais. Mais parce qu'au fond, moi, je pense aussi que c'est aussi intéressant parfois, même si on va dire que le cinéma français nous réduit souvent à ce type de rôle, mais en même temps, la réalité réelle en France aussi, c'est qu'il y a des femmes noires, femmes de ménage. Bien et sûr. Ça peut être intéressant de raconter aussi leurs histoires et de les raconter de manière, entre guillemets, humaine et non caricaturale. Dans ce que tu me dis, c'est un peu ce que tu as travaillé sur ce rôle-là. Et en parlant de rôle, justement, comment toi t'abordes justement quand tu reçois un script et que tu vois tout de suite là par exemple là c'était marqué femme de ménage, parfois il y a un autre film pour lequel on va en parler un peu après, mais pour lequel tu as une vraie reconnaissance où tu interprètes une prostituée ou après tu as joué d'autres rôles parce que là tout de suite on pourrait encore croire on reste dans les clichés, mais j'imagine que c'est une question qu'on se pose quand on est actrice noire française sur les rôles qu'on nous propose et comment en fait toi tu fais pour soit accepter certains rôles qui peuvent paraître clichés de base ou les refuser parce que justement qu'est-ce qui fait que tu en acceptes certains et que tu en refuses d'autres? Donc, moi, en gros, depuis que je fais du cinéma, j'ai joué 2 rappeuses, j'ai joué une habitante de Saint-Denis, j'ai joué pas mal de meufs vénères, pas mal de meufs en galère, pas mal de meufs qui fight le système, on va dire. Et puis arrive donc le rôle de conso, qui a le rôle de prostituée. Et honnêtement, Fille de joie, pardon. Dans un film Fille de joie. Honnêtement, voilà, je passe le casting, je me dis, je sais même pas si j'ai vraiment conscience de ça, mais quand même, je commence à me dire, on est, voilà, bon, voilà, clac, allez, il y a un rôle de meuf vénère, c'est pour moi, il y a un rôle de meuf de prostituée, c'est pour moi. Mais en vrai, je pense que il faut être un peu plus intelligent que ça parce que moi, il se trouve que j'aime mon métier. Et là, il s'agissait justement de passer complètement de l'autre côté, pas de faire une meuf vénère, renois, super masculine qui parle comme ça. Franchement, tu vas te calmer. Voilà, ça, je l'ai fait pendant 10 ans. Mais tu m'as fait peur. Ok, voilà. Mais là, on parlait de féminité, on parlait de séduction. On parlait de comment voir son corps autrement. Et moi, je me suis dit, il faut prendre des risques. Parce que moi, j'avais un souci avec mon corps un petit peu, quand même. Ne pas le montrer, ne pas le sexualiser. Ça me faisait peur, le côté du cinéma qui montre tout. Je me disais, qu'est-ce que ma communauté, voilà, est-ce qu'on doit... est-ce que je dois rentrer dans le cliché de la femme noire dénudée? Enfin bref, il y a un brainstorming hyper compliqué. Et je me suis dit, meuf, essaie de penser au kiff. C'est le rôle d'une prostituée qui souffre tellement dans ce qu'elle vit qu'elle décide d'être drôle. Et elle décide de faire rire toutes ses copines. Parce que toutes ses copines, elles souffrent, elles aussi. Mais on va pas tous les jours se lever et chialer, genre... Girl, on va bosser et voilà et c'est conso et c'est ça ce personnage là et il se trouve qu'on allait rencontrer des femmes qui bossent réellement dans des maisons closes à la frontière franco-belge. On a passé chacune, donc il y avait Sarah Forestier, Noémie Lvovsky et moi-même, on a passé chacune une dizaine d'heures dans ces endroits-là qui sont terrifiants franchement et en fait j'ai rencontré donc une dame qui s'appelle Sacha, qui vient de République dominicaine, donc c'était la seule noire. Et elle avait une joie de vivre de malade. Elle parlait comme ça, elle disait, ma chérie, tu vois, j'ai pas le temps de pleurer. Moi, j'ai mes enfants à nourrir, voilà. J'ai fait refaire mes seins, je suis très belle, j'ai 50 ans. Tu veux un café? Elle était comme ça, quoi. Okay. Et ça m'a inspiré mon rôle et ça m'a donné envie de lui rendre hommage à elle. D'accord. Parce qu'elle a pas de voix.
Et les autres non plus, qui bossaient avec elle, elles n'ont pas de voix, ces dames-là. Donc voilà. En fait, j'ai pris les choses comme ça. Ah, mais t'as bien fait. D'ailleurs, t'as bien fait parce que t'avais été prénommé au César pour ce rôle-là et t'as eu finalement un prix, entre guillemets, honorifique, mais de Télérama à ce niveau-là, en tant que meilleur espoir féminin de Télérama, en tout cas pour ce rôle-là. Et on sait à quel point Télérama est dur parfois dans ses critiques au cinéma. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Merci Télérama. Ouais. Ah, putain. Je vois ta culotte. Tu peux pas t'habiller autrement? C'est l'été. Moi, j'ai des rêves, ok? Moi, j'ai toute la vie devant moi. C'est clair. Et ça, justement, ça fait quoi finalement quand tout d'un coup on est reconnu par ses pairs ou par des gens entre guillemets du métier ou des critiques cinéma par rapport à ses performances? Est-ce qu'au final on est contente en mode ou ça nous rassure sur la possibilité de continuer à faire ce métier? Bah, c'est sûr que moi, les remerciements, l'attente, ce qui a le plus de valeur, c'est les félicitations de mes parents. Okay. Franchement, voilà. C'est ce qu'il y a ce qui est de plus beau pour moi au niveau des retours sur ce que je fais. Mais il est vrai que voilà, il y a des gens qui sont professionnels et qui sont objectifs plus que ma mère et du coup qui quand il y a une publication comme ça, ça fait plaisir parce que c'est du travail et parce que dans notre catégorie, voilà, les choses sont pas vraiment simples. Alors vraiment, au bout de 12 ans, ça fait plaisir. Ouais, quand même. Bah justement, tu parles de tes parents, tu parles de ça fait 12 ans déjà. Et donc, comment tu as commencé à rentrer dans ce métier-là? Et tes parents t'ont soutenu dès le départ? Parce qu'on peut s'attendre... Ça, c'est toujours les métiers artistiques comme ça. Les parents, ils sont en mode, bon, fais ton bac d'abord, fais des études sérieuses, on verra ça plus tard. Ou est-ce que toi, au contraire, tes parents t'ont, dès le départ, à partir du moment où tu as eu cette envie était plus forte que toi, ils t'ont encouragé Bah, en fait, simplement, j'ai eu mon bac L, option théâtre, option lourde, option légère, atelier, enfin, bref, voilà. Mais je voulais pas forcément faire ce métier-là. C'est juste que c'était l'option qui me plaisait. Et j'étais au lycée en Martinique et je kiffais, voilà, tout simplement. Mais sans me poser la question, c'est quand même assez dur à 18 ans. On te demande, tu veux faire quoi pendant toute ta vie? Bon, maintenant, on est dans une autre époque, on peut se reconvertir, mais quand même, on a vraiment un bébé, donc c'est quand même hyper chaud de répondre et de prendre une décision comme ça, quoi. Et donc, voilà. Et mon père m'a dit, je préfère que tu fasses ton école de théâtre parce que je vais pas payer un appartement pour rien. Okay. Voilà, tu vas rien faire si tu vas à la fac, autant que tu ailles faire ton école de théâtre. Mais ça ne voulait pas dire, encore une fois, deviens comédienne. Ça veut dire, j'ai eu vraiment de la chance. Il voulait que parce que je voulais quand même partir de Martinique, faire 8000 km, m'installer à Paris. C'était pas rien. Donc, je pense qu'il a dit ça pour que, voilà, je sois dans quelque chose qui me fasse envie, qui me fasse kiffer et que je sois pas en dépression. Et t'as kiffé tout de suite, justement, quand t'es arrivé sur Paris et que t'as commencé tes premiers cours de théâtre? T'as fait ça où d'abord? Alors, j'ai fait une école qui s'appelle Claude Mathieu, qui est une excellente formation. C'est une école privée de théâtre dans le 18e, qui se trouve à Mars-Dormois. Et en fait, c'est une école où on travaille le vers, la poésie. Ça a l'air assez austère comme ça, mais de toute façon, il faut commencer par le texte, ce qui enveloppe un acteur, ce qui donne vie à un personnage, en tout cas au théâtre. Et puis après au cinéma, c'est le texte. Donc si on ne sait pas travailler un texte seul, c'est en tant que comédien, acteur, actrice, il faut savoir travailler seul. Et donc voilà, j'ai fait cette école. Et même en la faisant, j'étais là, je kiffe trop. Hein. Mais je voulais pas forcément être comédienne, c'était juste un... Et pourquoi? Parce que c'est un thème que j'aimerais du coup aborder avec une comédienne noire, mais est-ce que tu te disais pas ça parce que tu n'avais pas forcément d'exemple qui te donnait envie de le faire en France, on parle? Ou parce que simplement, tu te disais pas ça parce que pour l'instant, pour toi, c'était pas un métier, c'était juste un kiff et pas forcément une ambition réelle, en fait? Alors, quand je suis arrivée dans cette école de théâtre, on m'a dit « Ah, avant toi, il y avait un apprenti comédien noir
qui a eu le Conservatoire de Paris. Le Conservatoire de Paris qui est une institution où il y a 2000 personnes qui le passent et il n'en reste que 10 personnes à la fin quand même, et qui s'appelait Jean-Christophe Folly. Ah oui. Donc je viens de tourner avec lui, parce qu'on s'est retrouvés sur le film là... Un petit frère réalisé par Léonore Serrail. Et en fait, ça a été spécial dédicace à toi, Jean-Christophe. Parce que quand même, j'arrive, j'ai 18 ans, je suis la seule noire de toute l'école, il y a 400 personnes dans l'école, je suis la seule renoire. Et on me dit, il y a un mec avant toi qui était noir, et il est parti de l'école et il a eu le cons. Genre, c'est peut-être le seul qui a eu le cons sur plein d'élèves de l'école. Et moi, ça m'a vachement marqué. Je me suis dit, ok, c'est cool. Parce que c'était pas évident d'arriver, de se trouver toute seule et avec mon accent martiniquais que j'ai perdu. Okay, je vais parler un petit peu comme ça quand même. Hein. Mais et voilà. Donc simplement, ouais. Peut-être pas un Michael Jordan, mais juste quelqu'un qui est passé avant moi et qui a pas franchi une étape avant moi de validation. Non, mais c'est juste que tu dis, parce que moi-même, si je parle un peu de moi vite fait, c'est vrai que quand on voit des gens qui nous ressemblent ou qui sont de notre génération et qui font, quand ils sont dans le même cursus, le même métier que nous, entre guillemets, et qu'on les voit réussir, ça nous donne une certaine force pour se dire, ok, c'est possible, si lui y est arrivé, moi je peux y arriver. Ouais. Et donc du coup, je peux comprendre vraiment ce que tu as vécu à travers Jean-Christophe Folly. Mais du coup, quand tu commences vraiment, parce qu'après là, tu sors de ton école de théâtre, tu fais certainement tes premiers rôles, est-ce que cette question de noir dans le cinéma français, c'est quelque chose qui te travaille, entre guillemets, de se dire, est-ce que je vais réussir? Malgré tout, voilà, je kiffe, les gens me renvoient que j'ai quelque chose. Est-ce que je vais réussir vraiment à trouver ma place dans le cinéma français? Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille ou pas du tout? C'est-à-dire que on peut très bien se dire, bon non, moi je fais ça, pourquoi ça marcherait pas? En fait, il se trouve que je fais mon école de théâtre, je sors de l'école, on me prend vite fait pour jouer le rôle dans une pièce de Coffee Collet qui s'appelle Bintou. On va à Avignon, je rencontre mon agent, ma première agent, comme ça. Et elle me dit, est-ce que tu veux faire du cinéma? Je lui dis oui. Je la rappelle, genre, vraiment trop longtemps après. Ma mère me dit, Annabelle, il n'y a pas une meuf agent qui t'a appelé, est-ce que tu... Bon, bref, voilà. Et voilà. Et je me retrouve sur un tournage. Ok. Premier tournage, deuxième tournage. Moi, je suis juste en kiff. Hein. Ça veut dire que c'est ludique. J'ai pas du tout la conscience que c'est un métier. Ouais. Je suis pas en train de me poser la question. Je suis renois, c'est machin. C'est ludique. C'est vraiment comme un très très enfantin. Mais en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que je fais toujours la même chose. Je fais toujours un rôle de meuf énervée. Okay. Une meuf qui a de cité. J'ai grandi en Martinique. Mes parents étaient chefs d'entreprise. Donc, le rôle que j'interprète, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ouais. Mais je pense qu'en arrivant en France, j'ai chopé ça. Ce truc-là. De meuf, Kaira, je sais pas. Et donc, ça va bien très facile. Et on me prend que pour ça. Et je fais que ça et tout. Et il y a un moment, je me dis... Sans parler, parce qu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas encore toute cette conscience-là. Enfin, moi, je ne m'étais pas éduquée. Hein. Merci, Léonora Miano. Ouais. Je n'avais pas lu ça à ce moment-là. Hein. Okay. Vraiment. Je suis adoptée, mes parents sont blancs. On va en parler après. Donc, il n'y avait pas forcément aussi de conscience de plein de trucs. Et en fait, je me dis, je fais toujours la même chose, pourquoi? Et c'est là où ça a ouvert cette question de... Ok, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un emploi. Il y a des gens, selon leur physique, des personnes blanches, qui vont faire toujours tel rôle. Mais ces personnes-là, si elles ont dans mon point, elles peuvent maigrir. Si elles sont blondes, elles peuvent se teindre les cheveux en noir. Mais moi, je peux pas enlever ma couleur de peau. Donc, en fait, je me dis, c'est à cause de ça. Ok. Mais est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause de la souffrance, de la fatalité? Ou est-ce que moi aussi, je reste là-dedans et que j'ai fait une école de théâtre et que je suis censée tout jouer? Est-ce que je peux pas proposer autre chose aussi? Et on revient au rôle de conso, de la prostituée, où je me dis, meuf, propose autre chose. Tu peux le faire. C'est facile de dire, ouais, c'est eux et tout, c'est le système. Oui, d'accord, oui, c'est compliqué, d'accord. Mais ça vient de... On dit que quand on a un rôle, on est responsable de son rôle.
Dès que le casting, pas l'agent, le réalisateur, la réalisatrice vous dit c'est toi, tu es responsable de ton rôle. Donc ce que tu en fais, ça t'appartient. Moi, je pense que c'est vrai. Et voilà. Et là, je suis dans cette philosophie-là maintenant. Ok. Même si je sais que voilà, c'est pas moi qui suis saisonnière, c'est pas moi qui crée les scénarios, c'est pas moi qui produis les films. Je peux pas me donner tel rôle. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand il y a des rôles qui viennent à moi, je suis en train de dire, c'est encore ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas en faire, meuf? Voilà. Ouais, du coup, en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, en fonction des rôles que tu reçois, tu peux te dire, voilà, comment je vais l'interpréter. Est-ce que finalement, je vais essayer de montrer autre chose, aller au-delà du cliché basique qu'on va mettre sur tel rôle de femme dans le cinéma, et comment moi, je vais réussir à donner une âme à un rôle qui, de prime abord, pourrait être considéré comme caricatural. Mais du coup, en tout cas, pour le rôle de Conso, là, dont tu parles, t'as plutôt bien réussi de réfléchir à tout ça. Et tu disais justement qu'en fait, avant, tu n'étais pas consciente de tout ça quand tu as commencé. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait, entre autres, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de tout ça? Tu m'expliquais, quand on a discuté un peu avant, que quand on est une actrice noire, on doit en faire 2 fois plus. Mais pas forcément 2 fois plus dans les catégories. C'est-à-dire, par exemple, quand je parle 2 fois plus, c'est par exemple penser qu'ils vont avoir lors du tournage un coiffeur qui sait s'occuper des cheveux, qui trouve le bon teint pour le maquillage. Non, je pense peut-être pas faire 2 fois plus, c'est juste qu'il faut savoir gérer son énergie. Ses émotions, parce que effectivement après voilà, tout ça c'est dans l'apprentissage. Je reviens encore 10 ans en arrière où j'arrive sur un tournage et donc la maquilleuse me maquille, mais il y a vraiment un problème de ton sur ton entre voilà, mais vraiment de ouf, c'est hallucinant, c'est flagrant quoi. À la Ramayad Et non, moi j'ai plus grand respect pour Ramayad. Ah, d'accord, non, mais j'ai plus grand respect pour Ramayad. Il faut qu'on arrête de se. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça, parce que c'est pas facile. Déjà, il faut faire un peu ce que la meuf a fait, déjà. Ouais. Donc, non, je dis à la dame, il faut. C'est quand même un problème. Elle me dit non, mais à la caméra, après, c'est pas le même maquillage, tu vas voir. À la caméra, ça va être différent. Qu'est-ce qui va être différent là même? Qu'est-ce qui va être différent? Et en fait, tout ça pour dire que, voilà, problème, maquillage. Les maquilleurs en France, pour la plupart, mais ça change quand même. Moi, je suis surprise en ce moment, c'est vraiment hallucinant. Mais en fait, 10 ans en arrière, les maquilleurs français ne sont pas formés à maquiller les peaux autres que blanches. Je parle même pas des peaux asiatiques aussi, Ouais, mais en tout cas, les peaux noires ne savent pas être maquillées. Donc ça veut dire que le teint grisâtre, on connaît et tout. Et ça, moi, à l'époque, étant démunie et personne pour m'expliquer, parce que mon agent n'est pas noir et parce que personne autour de moi ne l'est dans ce métier, pour m'expliquer ça, c'est super humiliant de se dire que on va se voir à la télé avec ça. Bon, ce jour-là, j'ai dit je préfère pas être maquillée du tout. Mais il s'agit de notre image et de l'image qu'on va renvoyer aux autres gens, aux personnes blanches, mais aux personnes non blanches, à nous aussi. Et c'est là où j'ai pris conscience de ça, où quand je parle d'énergie, d'émotion, c'est que voilà, comment je parle des cheveux aussi. C'est très compliqué. Est-ce qu'on met une perruque? Est-ce qu'on met une perruque lisse pour un personnage parce qu'on veut bien passer? Est-ce qu'on met un perruque lisse? Est-ce qu'on garde nos cheveux? Mais nos cheveux, c'est la proie de fantasmes qu'on connaît tous très 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 bien. Du coup, on pense même plus au personnage. On pense à ça, en fait. Et ça, c'est une perte d'énergie de ouf. Donc, tout simplement, don't agonize, organize. Moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais très bien quel fond de teint il me faut, donc je l'emmène directement. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Comme ça, la dame, je lui donne, ou le monsieur, il ou elle fait son truc. Après, j'ai pris beaucoup plus d'assurance, bien évidemment, depuis 10 ans. Donc, au niveau des cheveux du personnage, je sais exactement ce que je veux. Je fais en sorte le moins possible d'avoir que mes personnages aient des cheveux lisses. Mais ça, c'est moi. Ok. Parce que je veux pas. C'est une question de qu'est-ce qu'on renvoie encore aussi. Ouais, est-ce qu'on peut pas s'habituer aussi à se voir avec... je suis pas Martin Luther King, je suis personne pour avoir,
voilà, je suis pas quelqu'un qui va dire oui, il faut que vous voyez ça, il faut que vous voyez ça. Mais c'est un personnage que je fabrique à moi. Et moi, là, dans l'idéal, ce que je verrais, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément des cheveux lisses. Donc voilà. Mais c'est une fabrication, c'est artisanale. Voilà. Donc Annabelle, tu me disais tout à l'heure justement que tu as grandi en Martinique, t'es adoptée de parents blancs. Et récemment, on a reçu lors de l'émission précédente, à peu près 1 heure, le podcast que je vous invite à suivre, à liker, partager, vous abonner. Bref, on a reçu Amandine Gay qui venait nous parler justement de son film Une histoire à soi, où dans ce film, c'est 5 histoires de personnes adoptées à l'international pour le coup. Et pour certains, dans les témoignages qu'on voit dans ce documentaire, pour certains, il y a une difficulté parfois à se voir dans l'autre. Et pour beaucoup, donc par exemple les racisés, les asiatiques ou des noirs adoptés dans des familles blanches, parfois à l'intérieur de chez eux, on voit pas entre guillemets la couleur. Et dès qu'ils sortent, on leur renvoie le fait qu'ils ne sont justement pas blancs. Ouais. Et il y en a pour beaucoup certains. Mais toi, en fait, comme tu as grandi en Martinique, est-ce que tu as aussi eu ce décalage là que certains peuvent vivre quand ils grandissent en métropole? Alors, donc moi, je suis d'origine sénégalaise. Okay. Mes parents, moi je suis née à Paris en 1987. Mes parents m'ont adoptée quand j'avais 3 mois. Donc je suis née sous X et donc j'étais à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par cet hôpital-là, nées sous X. Même des gens qui ont 50 ans que j'ai rencontré derrière moi, une dame qui 50 ans qui était là. Bref, toujours est-il que quand j'ai eu 1 an, on est allé habiter en Martinique. Mes parents avaient habité au Cameroun, au Gabon, avant ma naissance. Et en fait, voilà, ils aimaient vivre dans les pays chauds. Ils aimaient pas vraiment la France. Ils voulaient pas vraiment que je grandisse en France, en fait. D'accord. Ils m'ont dit ça il y a pas très longtemps. Okay. Ils m'ont dit, en fait, on voulait que tu grandisses dans un endroit où des gens te ressemblaient. Okay. C'est genre super touchant. Ouais, complètement. Sauf que on arrive en Martinique et donc je suis très contente d'avoir grandi pas dans une grande ville, proche de la nature, proche de tradition. Je suis très contente de savoir parler créole et de comprendre le créole et d'avoir grandi vers la mer. C'était quelle ville où t'étais ? J'étais à Fort-de-France. Fort-de-France. Voilà, enfin Lamentin, Fort-de-France après. Okay. Donc ça, c'est une chance et c'est super cool et c'est inestimable. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle en Martinique un problème de colorisme. Voilà, qui est lié à l'esclavage, à la colonisation. Qui fait que plus on est noir, plus on est bête, plus on est moche, moins on compte. Et donc, moi, j'ai vécu ça, j'ai subi ça pendant des années. Et donc, c'était assez perturbant parce que chez moi, j'étais une enfant gâtée. Mes parents m'adorent. Et ils m'ont toujours dit que je valais quelque chose, que je valais beaucoup. Non, j'ai un petit frère qui est martiniquais lui aussi, qui a adopté né sous X également. Mais voilà, mes parents ils m'ont fait croire en moi et c'est toujours le cas. Merci pour ça. Mais par contre, à l'extérieur, à l'école, c'était vraiment le contraire. Ça se passait très mal. Parce qu'on me disait « Ah, tu es africaine, tu es noire, tu as le sida, tu es moche. » Et puis en plus, j'avais des bonnes notes à l'école. Donc c'était vraiment encore plus agaçant. Et j'étais bien habillée. Et j'étais aimée. Et on me disait « Ah, mais tu es gâtée, l'enfant est gâté. » Genre, ça les agaçait d'où. Quand je dis « les », c'est pas tout le monde. Hein. C'est dans une école privée catholique qui, à la base, était réservée aux garçons békés. Donc les békés qui sont les descendants des esclavagistes en Martinique. Qui donc ensuite s'est ouvert aux garçons mulâtres. Et ensuite, c'est ouvert qui ont été mixtes. Mais toujours, école privée catholique. Donc, il y a des gens qui ont quand même des enfants, de personnes qui ont les moyens. Et qui, dans la société martiniquaise, ici, il faut savoir que les premiers esclaves affranchis, ça a quand même été en grande partie des mulâtres. Donc, la bourgeoisie martiniquaise est composée énormément de mulâtres. Et il se trouve que les normes, en fait, d'acceptation dans la société
comment je parle de l'intérieur. Hein. Ah ouais, j'entends. Il y a des personnes précises qui m'ont fait du mal. Je me rappelle très bien leur nom, leur prénom. Et je ne vise pas une communauté entière parce qu'il y a des personnes qui prennent le temps de réfléchir et de se déconstruire. Mais toujours est-il que voilà, dans les années 90, il y a eu des phases à l'école où c'était super dur, super violent, parce que il y avait cette histoire de couleur, il y a eu ce truc de rapport à l'argent, mes parents sont blancs, voilà, et quand ils sont associés donc à l'argent. Mais je pense aussi qu'il y avait un autre truc, c'est que moi, j'étais quand même assez décalée, je le suis toujours, hein, parce que là, je fais genre, mais vraiment, je suis vraiment cinglée, dans le sens où j'étais quelqu'un de différent, quoi. Voilà. Voilà, je rentrais pas dans un moule. J'adorais lire, j'étais dans mon coin avec mes livres. Ça me saoulait vraiment de faire des activités de groupe. À juste raison, pour le coup. Mais voilà, j'aimais bien... Enfin, voilà. Donc, il y a eu tout ça qui a fait que... Première impression des Noirs, c'était un petit peu tendu quand même. Voilà, quoi. Et est-ce que ça je sais pas, j'essaye de faire un lien, mais est-ce que ça a pu t'aider justement aujourd'hui dans ta carrière d'actrice, c'est-à-dire le fait d'interpréter des rôles? Parce que j'imagine que quand on subit ce genre de choses, à un moment donné, on rentre dans un certain personnage, qu'on doit vivre, quand on est chez soi, on est aimé, choyé, on nous comprend, on nous entend. Tout d'un coup, on arrive à l'extérieur où là, tout d'un coup, on doit affronter des choses qui sont pas très cool. Est-ce que justement, pendant cette période-là, justement, tu étais déjà, entre guillemets, parfois dans l'interprétation de rôle sans être comédienne au sens pur du terme, mais comme tout le monde dans la vie en général. Ouais, très intéressant comme question. Et j'essaie de me dire si ça, aujourd'hui, ça peut faire... Moi, je pense que juste, quand on est... et en fait, ce qui est quand on est à la place de la personne qui subit et qui n'est pas du tout protégée et qui n'est pas du tout aimée de par ce qu'elle représente, et par la suite... Parce que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de rancœur envers les Martiniquais. Voilà, je le dis franchement, c'était super compliqué de dissocier des personnes d'un moment d'enfance. Mais à l'école, on nous a pas du tout appris l'esclavage. Franchement, on a eu un quiz vite fait, pas un quiz, pardon, c'est bizarre. On a eu une interrogation en CM2. Et la classe étant composée de descendants, de survivants de l'esclavage et de descendants de békés et de métropolitains, comme on dit, c'est absolument scandaleux qu'on n'ait pas du tout étudié ça. Ah oui, c'est sûr. Et donc, moi, en partant de là-bas, je fais une pièce sur l'esclavage et je me renseigne. Et je me rends compte que ces personnes, en fait, sur un tout petit territoire, on leur a tellement fait vivre des choses atroces que c'est juste cause-conséquence que ça se passe comme ça maintenant. Ça n'enlève pas des choses de rancœur que j'ai qui sont naturelles et tout, mais en fait, ça explique ça. Et quand ça, c'est pas expliqué, étant enfant, c'est vraiment perturbant. Et du coup... Et aujourd'hui, est-ce que du coup tu y retournes, tu y es retourné? Est-ce que du coup il y a quand même malgré tout un attachement Ah mais oui, en fait, là je n'y retourne plus parce que mes parents n'y habitent plus. Okay. Ils sont retournés en France et donc voilà. Je suis dégoûtée, j'ai plus de maison là-bas. Voilà. Mais non, je suis vraiment attachée à là-bas parce que de mes 1 an à mes 18 ans, j'ai grandi là-bas. Donc tout ce qui est le carnaval, les chantés Noël, le 22 mai, l'abolition de l'esclavage et tout ce qui se passe. Et je suis très 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 contente parce que là, l'année dernière, tout ce qui s'est passé, la mise à bas des statuts, les procès pour les militants indépendantistes, enfin qui sont là depuis très longtemps, les indépendantistes, mais en tout cas la médiatisation de ça. Il faut quand même, je précise que la mise à bas des statuts, ça a donné
une multitude d'événements similaires dans le monde entier et ça vient de la Martinique et ça les médias français ne le disent pas. Donc si voilà, tu vois, respect, vraiment respect. Et il y a beaucoup de choses qui changent là-bas et moi ce que j'ai connu est complètement en train de changer et ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est quand même là où j'ai grandi. Donc, voilà. Ah non, c'est sûr et j'entends que malgré tout ça, ouais, t'as encore un attachement fort à la Martinique et du coup ton autre pays, enfin la France, mais le Sénégal aussi, t'en as parlé un peu. Ouais. Est-ce que du coup, tu y es retourné? Est-ce que tu connais un peu? Quel est ton rapport avec le Sénégal? Bon, là j'ai 34 ans et en fait pendant pendant très longtemps, je me disais oui, il faut que j'y aille. Enfin, je me disais, est-ce qu'il faut être dans l'injonction? Il faut que j'y aille, il faut que je retrouve ma mère biologique, et tout. Mais le continent africain, ça fait peur. Enfin, pour moi, je suis jamais allée, quoi. Je connais juste, la Martinique, l'Europe, voilà. Mais je viens de là, donc mais je sais pas, c'était très, très impressionnant. Et je passe un casting. Enfin, mon agent me met sur un casting. L'histoire, c'est une dame qui est médecin à l'hôpital Necker à Paris, et on l'appelle pour être médecin de brousse au Sénégal. Et en fait, elle va assister une sœur, donc une religieuse qui s'appelle Colombine, qui est alcoolique, qui vit là-bas depuis super longtemps. Et moi, et dans le rôle que je dois interpréter, c'est vraiment la Parisienne, mais au max, qui a peur des moustiques et là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ces coutumes? Et voilà. Tournage au Sénégal. Ah. Je vois ça, je dis, c'est moi qui vais avoir ce rôle. Et en plus, le rôle de cette personne est une fille adoptée. J'ai fait. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça correspond. C'est moi qui vais avoir ce rôle. Je l'ai eu. Et donc, je suis arrivée au Sénégal par le biais de mon métier. Et ça, c'est super. Parce que, en fait, j'ai découvert chez moi, mais en étant protégée par aussi ce que j'avais à faire de professionnel. Et c'est très bien parce que ça aurait été tellement intense. Par rapport à ce que ça soulève, tout ce que ça appelle émotionnellement, que c'est la première fois que je suis allée, j'étais comme ça. Et pour répondre à ta question par rapport à la vision, comment on se voit, qu'on ait du mal à se voir par nous, personnes adoptées non blanches, par rapport à d'autres personnes qui nous ressemblent. Je suis arrivée là-bas, direct on m'a dit, toi, même quand tu ne bouges pas ton visage, on sait que t'es blanche. On m'a dit ça direct. Ouais. Les Sénégalais étaient super cool, mais on m'a dit, on n'a jamais vu quelqu'un de... Genre, vraiment, j'ai une tête de Sénégalaise de ouf, mais on m'a dit, c'est so white, quoi. Et ça va, tu l'as pas... Parce que ça peut... Ah non, moi je trouvais ça... Parce qu'en fait, la manière dont ça a été dit n'était pas... passive-agressif, c'était juste... c'est un ovni, cette meuf. Hein, c'est OK, c'est... D'accord, bon, t'es là, t'existes comme ça. Mais c'est de l'acceptation. C'était pas du tout méchant, en fait. Et du coup, justement, est-ce que toi, en tant qu'actrice, ça peut te donner envie, cette expérience, même si t'es sur un film français, te donner envie d'aller retourner là-bas, dans un cinéma, soit typiquement africain, au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique? Est-ce que on t'envoie depuis, je sais pas, des scénarios qui vont dans ce sens-là aussi? Moi, en fait, je rêve et je fais tout pour que ça arrive, aller bosser là-bas. En parallèle avec ce que je fais ici, parce que c'est mon pays où j'ai grandi, ce que je connais, c'est la France. Par contre, je sais que je dois aller là-bas. Je sais pas pourquoi je dois aller là-bas. Je dois travailler là-bas. Et mon rêve, vraiment, c'est de faire des films chez moi. Et le Graal, là où je serais vraiment au max, c'est si j'ai un prix d'interprétation là-bas. Je serais extrêmement émue, extrêmement reconnaissante, parce que ça serait la reconnaissance de mes pairs et de mes congénères et de personnes qui me ressemblent. Voilà. C'est un peu la quête des personnes adoptées, je pense. C'est d'appartenir à une famille et d'avoir des gens... qui nous ressemble, je pense. Donc voilà, carrément. Ah non, mais très bien, honnêtement, je te remercie de parler de tout ça, de le dire et de l'exprimer simplement avec ce que t'es et tout. Et c'est un honneur pour moi que t'en parles dans mon podcast. Du coup, là,
Je vais casser l'ambiance parce que j'ai envie de jouer. Ouais, J'ai envie ok. qu'on s'amuse un peu. Ouais. Et justement, tu as parlé de cinéma, et donc là, j'ai envie de présenter, je l'ai fait l'émission présente, la boîte de jeu Jamie, le jeu, jouons ensemble pour mieux nous connaître. Et donc, un premier jeu de société pour tous, testant vos connaissances sur les cultures générales noires à travers le monde. Donc, alors, c'est un petit jeu de société assez basique dans lequel, en fait, il y a des questions sur les noirs, un peu sur les 5 continents, comme on est un peu partout. Et donc là, on va parler avec toi plutôt de cinéma. Ouais, Dans ok. ton domaine. Donc quelques questions, il y a pas si tu connais pas les réponses, c'est pas grave. Non, mais. OK. Let's do it. Compétitrice. Cool. OK, ça marche. Donc je prends un peu de temps pour ouvrir la boîte de jeu hein. Et je vais prendre les questions cinéma. Jamie le jeu, vous pouvez suivre ça effectivement sur les réseaux sociaux. Evin Gel a créé cette boîte. C'est une femme aux multiples talents. Elle fait plein de choses. Et sa dernière chose, c'est ce jeu-là. Donc, du coup, Annabelle, on va parler un peu de cinéma. On va voir quelles sont tes connaissances. J'ai posé une question que j'ai posée lors de la précédente émission. Ouais. Tout le monde n'a pas pu y répondre, n'est-ce pas Non, parce qu'il y a un petit public que vous ne voyez pas et ces personnes étaient dans l'émission précédente, elles n'ont pas réussi à répondre. Je les affiche un peu, mais c'est de bonne guerre. Qui aime bien châtie bien, pardon, c'est plutôt ça. Annabelle, où se déroule... Non, je vais même mettre ma casquette pour faire l'animateur de jeu nouvelle génération. Donc Annabelle, question cinéma. Où se déroule l'équivalent du festival de Cannes africain, le FESPACO? Au Burkina Faso. Bien joué, bravo. Ok. Burkina Faso, Ouagadougou, effectivement, le FESPACO, un grand festival. Ouais. Justement, on n'en parle pas assez, mais... Je justement, rêve d'y aller, moi. Je rêve d'y aller. je te le souhaite. Pop. Attends. Je suis grave en condition Julien Lepers, là. Je suis comme ça. Quelle est la série de l'ancienne youtubeuse Issa Rae, qui est aussi d'origine sénégalaise d'ailleurs. Ouais. Oh là là. Série qui passe à la télé sur Orange. Orange, il me semble. La série est plutôt populaire, je crois qu'on doit être à la saison 4. Excusez-moi les fans de cette série si je ne maîtrise pas le nombre de saisons. Je ne sais pas. C'est la série, c'est Insecure. Ah ouais. Ouais. Non, tu ne l'avais pas? Non. Ensuite, encore 2 autres. Quel film révéla, justement, on parlait de rôle, et finalement, pour ce rôle, elle a eu un prix. Quel film révéla Lupita Nyong'o? 12 Years a Slave. Yes. Celui-là, je ne savais pas moi-même. Quel film, avec Don Cheadle, relate le génocide rwandais? Hôtel Rwanda. Bien joué. Ah ouais. Tu gères, hein? Allez. Petite question facile. Et ça sera l'avant-dernière. Cite une série de la productrice Shonda Rhimes. Merde. Oh putain, je l'ai sur le bout de la langue. En plus, on l'a vu. Damn. Oh non. Non, je vais perdre à cause de ça. Ah, mais comment ça s'appelle? Tout le monde l'a vu. Il y en a plusieurs. Oui, mais Il y en a une qui est la super dernière, connue. là... Merde. Enfin, il y en a une, alors je vais t'aider un peu. Il y en a plusieurs. Je vais te donner des indices pour chacun. Il y en a une, ça se passe dans un hôpital. Il y en a une autre, c'est Viola Davis qui joue le rôle principal. How to Get Away with Murder. Yes. Genre, ok. Voilà. L'hôpital. Casting très divers. Il y a tout. Urgence? Non. Non, quand même pas. Entre guillemets, c'est pas le nouveau Urgence, mais c'est un peu le nouveau Urgence quand même. Avec un casting Il y a des coloré. gens qui me donnent la réponse à On ne veut pas souffler. Alors celui-là, on le met un peu à côté. Il y a une autre série, là, ça se passe dans le monde politique, Maison Blanche. Et l'actrice principale, c'est... Scandale? Voilà, Scandale. Ouais. Et la série que tu n'as pas trouvée, c'est Grey's Anatomy. Ah ouais. Grey's Anatomy, c'est aussi elle. Ah c'est ouais, la d'accord, je savais pas. Bon, merci. Et dernière question. Quel est le nom de l'actrice principale de Sister Act? Whoopi Goldberg. Bien joué, ça va. Mine de rien. C'était pas... Ouais. Ah, tu veux une plus dure? Ouais. Ah, ok. Oh, mais en fait... j'ai envie de souffrir. Alors, ok. D'accord. Celle-là, elle est très dure. Allez, celle-là, elle est très dure. Mais bon, du coup, elle est très dure. Ok. Dans South Park, tu vois le... Oh, damn. Comment il s'appelle, le gars, là, le cuisinier? Voilà. Qui fait la voix américaine du cuisinier? Et il est décédé il y a pas longtemps?
Je sais pas s'il est décédé il y a pas longtemps, mais peut-être, c'est possible. C'est possible qu'il soit décédé, Il y d'ailleurs. a un monsieur qui faisait beaucoup de voix, là, qui était assez âgé, qui est décédé il y a 2 ans, je crois. Je sais plus. Non, la voix américaine, il est plutôt connu parce qu'il chante. Ah, la voix américaine, c'est pas la voix française. Non, pas la voix française, la voix Ah, américaine. pardon, Toi, d'accord. tu peux peut-être parler, je sais pas si c'est lui d'ailleurs qui faisait la voix dans South Park, Ouais. mais Hondo, tu parlais peut-être en termes de voix, mais sinon là, je te parle de la voix américaine. Et donc, c'est un chanteur à la base, c'est plutôt un chanteur qui a une grosse voix, comme c'est pas Barry White. Il a interprété la musique du film Shaft. Ah, j'ai tout dit là. Oh my god. Crâne rasé d'ailleurs, plutôt une barbe. Oui, ben c'est. Ah putain, merde. Tu l'as. Non, même pas. Isaac Hayes. Non, tu l'avais pas? Allez, la dernière pour la route, parce que là, on en a fait beaucoup. Ouais. Mais là, celle-là, c'est la bonne. me la suis trop racontée, je savais que j'aurais dû je veux que tu m'arrêter. parles. C'était super dur. J'avoue, déjà, faut regarder South Park. Après, en général, en France, on regarde plutôt South Park en France. Ouais. Il faut savoir qui fait la voix en anglais. Enfin bref, c'est plus compliqué. Mais non, celle-là, elle est un peu plus facile. Ouais. C'est culture générale. Quel est le nom du cinéma afro-américain Quel est le nom du cinéma Blaxploitation. Voilà, bien Ok. joué, Annabelle. Bravo. Donc, Jamie le jeu, là, voilà, on a joué, c'était sympathique, vite fait. Quelques questions, vous voyez un peu le level, il y a des questions très dures et des questions un peu plus faciles. J'en parle alors que je suis pas du tout sponsorisé, hein, c'est juste parce que j'aime bien le jeu et que j'aime bien la personne qui a créé ce jeu-là. Donc, je vous invite à jouer à ça et effectivement, c'est pour tout le monde. Hein, Trop cool, hein. même si t'es pas C'est noir, tu peux jouer à ça. Vous avez vu, c'est des questions de culture générale. Donc, n'hésitez pas. Jamie, le jeu. On arrive pratiquement à la fin de cette à peu près 1 heure. Moi, c'était super cool, mais avant de partir, je vais faire mon petit quiz que j'appelle le French Kids. Je te donne 2 choix, tu choisis l'un ou l'autre et tu m'expliques un peu pourquoi tu fais un choix. Il y a 6-7 questions rapides. Donc, oui, c'est bon, on est dans les temps. Ça s'appelle le French Kids, du coup. Ouais. Donc, je te donne le choix. T'es plutôt, en termes de comédienne, préfères cinéma ou télé? Alors, je vais faire une réponse relou. Les deux sont nécessaires parce que si on regarde que le cinéma, toute la diversité de l'écran, souvent, il y a plein de choses qui arrivent par la télé et qui ensuite passent par le cinéma. Au niveau des scénarios, au niveau des idées, au niveau des personnes aussi. Alors, les deux. Les deux? Ouais. Cinéma et télé? Ouais. Très bien. En cinéma, justement, t'es plutôt tout simplement noir ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tout simplement noir. Ok. Et pourquoi plus tout simplement noir? Pourquoi tout simplement noir? Tu l'as vu, t'as apprécié? En fait, parce que tout simplement, j'ai été nominée cette année en même temps que Jean-Pascal Zadi. Et en fait, le mec, pendant les répétitions du clip des Césars, il disait, les gars, on est en pleine période de Covid et moi, mon film, c'est celui qui a fait le plus d'entrées. On a fait 700 000 entrées. Et c'est con, hein. Bon, ça a l'air d'être un peu dans le truc de vantardise et tout. Mais moi, j'ai regardé ce grand gars-là, avec ses dents-là, et j'ai dit, ça fait tellement plaisir que un film qui parle de ce sujet-là avec de l'humour et de l'intelligence dans ces périodes hyper difficiles sorte du lot comme ça. Moi, je pense qu'il faut encourager ça complètement. Et j'aime bien la personne. Alors, ça va peut-être faire un peu copinage. Mais je passe le bonjour à Noum Diawara qui est dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que j'aime beaucoup, qui est un super mec. Mais Jean-Pascal, c'est quelqu'un qui écrit. On a besoin de gens qui écrivent. C'est un super scénariste. Okay. Et il est très, très, très intelligent. Et dans le sens où il sait faire passer beaucoup de choses avec de l'humour. Mais moi, j'adore cet humour-là. On rigole et après, on fait « Ah ouais, c'est vrai. Ouais. » Et ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Non, mais moi, tout simplement noir, je te rejoins. J'ai plutôt vraiment apprécié ce film. J'ai trouvé qu'il a été plutôt fin pour montrer des trucs un peu qui sont peu dits, mais qu'on sait tous. Il a réussi à le tourner en humour. Après, des fois, je me dis, il y a peut-être des trucs que des non-noirs ou non dans ce milieu-là ne peuvent pas comprendre. Donc, c'était peut-être ma limite. Mais au-delà de ça, du cinéma, et c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, il a eu un prix du meilleur comédien. Espoir. Béatrice Dalle ou
Corinne Maziero. Ouais, je sais. Oh là là, c'est chaud un parce dilemme, je sais. que je voulais que Béatrice Dalle soit ma marraine au César cette année. Tout simplement parce que elle me fait délirer. Elle est complètement pas dans le game, comme on dit. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Il faut vraiment se détendre un petit peu. Ça va être très sérieux. Et j'aime bien les gens rock'n'roll. Et Corinne, ben justement, ce fameux rôle que j'ai eu quand je tournais au Sénégal, c'est elle qui faisait le rôle de Colombine. Et en fait, on était au Sénégal et elle s'est comportée d'une manière très... comment dire très... Comment... Je vais trouver le mot. Elle a éduqué certaines personnes du tournage par rapport à leur rapport aux Sénégalais qui nous accueillent chez eux. Ok. Tout en restant à sa place, mais voilà. Et ça, j'ai apprécié beaucoup. Et elle est folle aussi. Donc, voilà, donc c'est validé tout de suite. Et voilà, mais je pense que je la connais un peu plus Corinne, alors Corinne. Ouais, voilà. Ça marche. Tout à l'heure, tu as dit que tu as interprété des rappeuses. On n'en a pas parlé, mais bref, là, du coup, on va pouvoir en parler, j'imagine. Oxmo ou Solar? Oxmo Puccino ou MC Solar? Mais en fait, c'est que des questions où on ne peut pas répondre l'un ou l'autre. Ouais, parce que c'est une continuité, parce que c'est un ensemble. Parce que Oxmo sans Solaris, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Parce que Solar, il est arrivé, on a commencé à entendre ce verbe-là, et est-ce que du coup, ça nous a pas préparé à entendre Oxmo après? Ils sont différents, mais c'est une continuité là, tout ça. Ouais, pas de problème. Ouais. Et Oxmo, tu as travaillé avec lui justement? Oui, j'ai travaillé avec lui sur un film qui s'appelle La Fine Équipe, où je devais jouer le rôle d'une rappeuse, et c'est lui qui a écrit les textes. Et lui, il était complètement en stress parce qu'il m'a dit, moi, je dois interpréter dans mon écriture le rôle d'une meuf de 30 ans guadeloupéenne. Donc c'est moi qui suis en stress. Ok, le mec te dit ça, j'étais là, ok, mais ouais, bah c'est incontournable, quoi. Ok, non, mais je suis alors sur Oxmo et Solar aussi, j'avoue, hein, c'est très difficile. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ces deux-là, parce qu'il y a une espèce de filiation. Bien sûr. Même si je sais pas si tous les deux vraiment machin, mais en tout cas, il y a un truc qui est assez évident quand on voit ces deux rappeurs-là. Et donc, rap ou rock? Je sais pas si c'est musicalement, t'écoutes aussi du rock, donc rap ou rock? Là, c'était plus facile ou c'est pareil? Eh ben, tu vois, là, je pense à Kazay parce qu'elle a fait les deux. Ouais. Donc, c'est possible d'avoir les deux. Donc, les deux encore, désolé. Okay, non, mais très bien. Paris ou Fort-de-France? C'est pareil, hein, que c'est encore un truc de continuité. Hein. Je suis née là, j'habite à Paris, mais franchement, ça me manque Fort-de-France, quoi. C'est cool, c'est les racines, quoi. Très bien, mon petit quiz French Kids est terminé et je te pose la dernière question. C'est une question que j'aime poser. Je la pose pas toujours à la fin, mais avec toi là, du coup, ça vient à la fin. Ouais. C'est pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qui te meut pour faire ce que tu fais? Pourquoi, en gros, t'es devenue ce que tu es en tant qu'actrice? Parce que je pars du principe, j'ai un ami justement qui a fait le conservatoire à l'époque et qui me disait, et justement quand il était au conservatoire, il se rendait compte autour de lui des gens qui jouaient et tout. Il disait on monte pas tout sur scène pour les mêmes raisons. Et chacun a sa raison pour laquelle il monte sur scène. Et moi, j'ai envie de savoir justement quelle est ta raison pour laquelle justement tu fais ce métier-là. Pourquoi tu montes sur scène? Je crois qu'on en avait parlé un jour. Je pense que bon, maintenant c'est conscient, mais en fait, je pense que ma maman biologique, que je ne connais pas, qui m'a fait naître dans le métro Châtelet-Léal en 1987, qui a attendu que je sois adoptée et qui ensuite est repartie au Sénégal, s'occuper de mes 5 frères et sœurs, que je ne connais pas. Je pense que j'ai envie d'aller le plus loin possible, peut-être pour qu'un jour elle me voie. C'est peut-être ça le truc. En fait. Tout ça pour ça, mais ça vaut voilà. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, Annabelle. J'ai apprécié vraiment passer cette heure avec toi, mieux te connaître. J'espère que d'autres ont appris également à te connaître. C'était l'à peu près 1 heure. J'ai discuté pendant à peu près 1 heure avec Annabelle Langron, actrice, comédienne, que je t'invite à suivre sur les réseaux sociaux éventuellement, mais surtout à aller voir au cinéma, regarder à la télé. C'est vraiment, je pense, pour moi, une des actrices du moment. Je le répète et je l'ai dit au début, une des plus charismatiques de sa génération.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'hésite pas à liker, comme d'hab, partager, t'abonner. Vous connaissez ce qu'il faut faire justement sur les réseaux sociaux et même donner de la force car c'est comme ça qu'on va la mettre à l'envers à l'algorithme car en général, il choisit bien ses publications. Mais si vous donnez de la force à l'émission, au concept qu'on est en train de créer, ne vous inquiétez pas, il sera partagé. Et voilà, ce peace. Wow.